et la première version du MS-21 devait être motorisée par Pratt & Whitney. Maintenant, tout est 100% russe. Donc, la sortie des avions a été retardée de 2-3 ans, mais globalement, maintenant, ils sortent un avion 100% russe, alors que s'il n'y avait pas eu cette pression des sanctions étrangères, l'avion, il serait arrivé dans 10 ans. Pourquoi se presser? Mmh. Les banquiers sont des paresseux. Pourquoi s'embêter à faire des systèmes alternatifs de transfert, mais de messagerie interbancaire? Si on peut utiliser Swift, ça marche depuis les années 70, c'est super rapide, c'est efficace. Donc en fait, les Russes ne sont pas du tout, quand Kirill Dmitriev le dit sur CNN, il dit ce que tous les Russes, toutes les élites russes pensent. On n'est pas pressé de lever les sanctions. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que même si demain il y a une levée des sanctions, ce sera exactement comme en 2016 quand les sanctions ont été levées contre la Turquie. Après la tentative de coup d'État guleniste contre Erdogan, les Russes ont d'ailleurs soutenu Erdogan à ce moment-là de manière très efficace. Et donc, il y a eu un rapprochement, puisqu'il y avait eu des sanctions après la destruction de l'avion russe par un F-16, du Sukhoi 24 russe par un F-16 turc. Eh bien, les Russes ont mis 2 ans à lever les sanctions parce que toute une partie du secteur agricole russe avait commencé à investir pour produire des choses qu'ils achetaient jusqu'à présent en Turquie. Donc, il fallait le temps de rentabiliser l'investissement pour de nouveau exposer ces fournisseurs russes à la concurrence. Et je pense que même si demain il y avait une levée des sanctions côté occidental, les Russes arriveraient eux lèveraient les sanctions extrêmement doucement. Mmh. Je pense que parmi ce qui pourrait être levé rapidement, là, les Russes ne seraient pas contre, c'est une partie des sanctions sur l'aéronautique, mais pour acheter des pièces détachées, pas pour acheter des Airbus ou des Boeing, contrairement à ce que j'ai pu dire dans la presse américaine, c'est-à-dire, acheter des pièces détachées pour maintenir les avions, Airbus et Boeing qui sont utilisés. Mais racheter des flottes d'Airbus ou de Boeing, ça serait une catastrophe pour OAC, qui est le conglomérat d'État qui fabrique les avions civils. Et également le survol du territoire. Mais ça, c'est surtout, encore une fois, c'est surtout les compagnies aériennes européennes qui en ont besoin. Aujourd'hui, les vols vers la Chine, vers l'Asie sont absolument pas compétitifs parce que les Chinois, eux, ou les Vietnamiens, ils traversent l'espace aérien russe. Donc, ils font le vol en 2 heures de moins que les compagnies européennes qui sont obligées de le contourner, Mmh. puisque les pays européens ont interdit aux Russes de survoler le territoire et d'atterrir sur les infrastructures euh, aéronautiques civiles européennes. Bah, les Russes ont fait la même chose. Seulement, bon, bah, les Russes, finalement, ils s'en remettent, hein. En plus, comme la Russie est un pays immense, il y a un marché pour les vols pour les compagnies aériennes qui est inépuisable. En revanche, par exemple, British Airways a arrêté les vols vers la Chine. Je crois une compagnie aérienne allemande dont j'ai peur je crois que c'est pas Lufthansa, enfin je sais plus, l'a arrêté. J'ai noté au moins 3 compagnies qui officiellement ont arrêté les vols vers l'Asie, parce qu'ils ne peuvent plus survoler le territoire russe, et donc ça prend 2 heures 2 heures et demie de plus. Donc il faut 2 heures et demie de carburant en plus. Il faut prendre du carburant en plus pour pouvoir en prendre du carburant en plus. Enfin, c'est absolument pas rentable. Donc on peut avoir effectivement des levées de sanctions partielles, mais il faut bien se rendre compte de l'impact. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une levée de sanctions, même partielle, c'est la défaite de l'Occident. C'est la Mmh. défaite. Alors, Et c'est pour ça que ouais. Mmh. parce qu'il me restera 2 questions et là, c'est un très bon sujet. Merci pour, ces développements. On entend, on peut lire de nombreuses analyses, on peut écouter de nombreuses analyses qui nous expliquent, et de nombreux faits semblent confirmer cette tendance, c'est-à-dire l'affrontement, du moins de la manière commerciale et technologique, entre, les États-Unis et la Chine. Et il semblerait que, les États-Unis voudraient aussi absolument rétablir leurs relations avec la Russie, et même créer un partenariat, rétablir la quasi-totalité des relations, pour pouvoir un peu l'extirper de sa relation actuelle avec la Chine qui s'est consolidée avec les sanctions, la montée des BRICS, et cetera. Est-ce que, ça, vous le confirmez, Xavier? Et si oui, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre même à peut-être une grosse opération séduction de la part de Trump? Alors, je pense que ça, oui, d'ailleurs, Trump l'avait dit quasiment ouvertement. Ce qu'il reprochait à Biden, c'est d'avoir provoqué le rapprochement entre la Chine et la Russie. Le problème, c'est que il y a des élections dans 1 an et demi aux États-Unis, il y a des élections présidentielles dans 3 ans et demi, et que les Russes savent très bien que ça peut bouger. Il peut y avoir et que d'un gouvernement sur l'autre, on n'assume pas ce qui a été fait auparavant. Par exemple, moi, ça me fait plaisir d'entendre Trump dire c'est la guerre de Biden, c'est pas la mienne. Mais bon, c'est la guerre de l'État américain contre la Russie.
Donc, à un moment, il a pris les rênes de l'État, il faut qu'il assume en disant c'est pas moi qui l'ai décidé, on va trouver une solution. Ça j'entends bien, mais dire c'est la guerre de Biden, c'est pas la mienne. Tant qu'elle n'est pas terminée, c'est la sienne. Bon, ça c'est une première chose, mais je pense qu'il est en train de terminer. Donc, je pense qu'au contraire, ce que fait Washington avec la Chine va au contraire pousser la Chine encore plus dans les bras de la Russie, notamment sur des projets énergétiques, puisqu'aujourd'hui, la Chine a mis un terme à l'achat de gaz liquéfié américain. Donc, des fournisseurs alternatifs, il n'y en a pas des centaines. Il y a les Russes, il y a les Qataris, mais il faut trouver une solution. Et surtout, je pense que ça peut permettre un débouché sur la construction de Force de Sibérie numéro 2, donc qui est un gazoduc qui passe, donc le gazoduc numéro 1 passe de la Russie jusqu'en Chine, et le gazoduc numéro 2 passerait par la Mongolie, qui vient de valider le projet, vers la Chine. Et on se souvient que le premier Force de Sibérie numéro 1, il a été signé en 2015 de mémoire, et c'était la Russie qui était contrainte parce qu'elle prenait les premières sanctions, et visiblement la Russie a fait des concessions. On s'aperçoit que ce n'était pas si grave que ça à la Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui doit faire des concessions à la Russie. Et donc, au contraire, les sanctions, le tarif douanier, cette agression de Trump contre l'économie chinoise va pousser davantage la réunion avec la Chine. Et puis, en plus, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la relation particulière entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, hein. Lorsque Xi Jinping a quitté la Russie il y a 2 ans, après avoir une visite d'État, il y avait une caméra un peu indiscrète, et je crois que c'était Xi Jinping qui avait dit à Poutine, ou l'inverse, enfin, ils étaient d'accord en tout cas, nous allons faire quelque chose qu'on n'a pas vu depuis plus d'un siècle. Donc, ils sont en train de construire le monde multipolaire. La question, c'est quelle place va trouver Washington. Il y a une place pour Washington dans ce monde multipolaire. Évidemment qu'on ne peut pas prendre les États-Unis pour une partie négligeable. Moi, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Todd, notamment, c'est-à-dire que je ne sous-estime pas du tout la capacité. Effectivement, ils vont partir de loin, mais il y a quand même une mentalité pionnière qui reste dans une partie de la population américaine. C'est aussi Ils peuvent peut-être la rebondir. capacité de la stabilité politique, parce que c'est à raison, que, Poutine manque de confiance envers l'Occident, même les C'est États-Unis. ça. C'est qu'avec le changement de président et là, on pourrait voir, parce qu'on en parlait avec Sylvain Ferreira, et on en a parlé plusieurs fois, c'est voir qui pourrait être l'héritier, de Donald Trump, voir aussi si sa stratégie actuelle lui permet de garantir un petit peu la confiance en la politique qu'il représente, avec par exemple un J.D. Vance qui serait un potentiel héritier, mais qui montrerait une Tout à fait. continuité. Ce serait, Je pense que les midterms, dans 1 an et demi, vont jouer un rôle assez important dans la mmh, relation russo-américaine, puisqu'on verra la tendance. Est-ce que les 1 an et demi de Donald Trump ont donné les résultats espérés, donc il consolide son pouvoir, ou est-ce il perd le contrôle du Sénat et de la Chambre des mmh. représentants, ou pas? Et après, on va voir aussi se développer, dans 1 an et demi, on saura quelle est finalement la politique qui veut être suivie vis-à-vis de la Russie. Et aussi, on va voir ce que veut faire J.D. Vance. Il y a des choses qui, je pense, plaisent chez J.D. Vance aux Russes. C'est notamment le fait que J.D. Vance non seulement veut détruire on va dire les woke aux États-Unis, le gauchisme aux États-Unis, mais il veut le détruire en Europe. Parce qu'il ne veut pas parce qu'il est clair aujourd'hui qu'il y a tout ce mouvement-là politiquement migre vers l'Europe pour métastaser, et dans 3 ans et demi, pour pouvoir revenir aux États-Unis. Donc ça, évidemment, J.D. Vance n'en veut pas, et donc ce qui est une bonne chose, une bonne nouvelle pour l'Europe d'ailleurs, c'est que ils veulent pas lâcher les woke en Europe. Ils veulent aussi les détruire là-bas, encourager et soutenir par exemple Mélanie, qui est quand même bien plus à droite que peut l'être Emmanuel Macron ou même Marine Le Pen d'ailleurs sur ces questions-là. Donc, ça, je pense que ça va très bien aux Russes. Les Russes ne veulent pas avoir ses voisins woke, puisqu'en plus ce sont les plus agressifs contre la Russie, par haine du conservatisme. Donc, finalement, il y a des convergences entre la Russie et les États-Unis, parce que principalement, si il sort de cette idéologie géopolitique que j'ai décrite tout à l'heure, de contrôle du Rimland, des zones pivots et tout ce n'importe quoi, il n'y a pas de raison qu'ils s'affrontent, hein. Il n'y a que des raisons d'être alliés. C'est ce qu'on a pensé, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale.
pour revenir là-dessus, c'est que finalement, vous voyez que l'alliance fonctionnait bien. D'ailleurs, ça a été la grande déception du général de Gaulle quand il va en décembre 1944 à Moscou. Lui, il voulait récupérer la rive gauche du Rhin, hein. On le dit pas trop aujourd'hui, mais maintenant les archives le montrent. Et Staline dit non parce qu'il ne voulait pas contrarier ceux avec quoi il était tombé d'accord avec Roosevelt. Et donc, et voilà. Et ensuite, De Gaulle, quand il voit qu'il n'a pas vraiment le soutien qu'il voulait du côté de Staline, il va voir les Américains et les Américains lui disent pareil. Il dit non, non, mais nous, on s'entend très bien avec les Russes, on n'a pas de raison de. Etc., etc. Donc, en fait, fondamentalement, si jamais l'Amérique renonce à sa politique impérialiste et néoconservatrice en politique étrangère, la Russie a clairement des objectifs limités qui sont en fait de protéger les populations russes en Ukraine. Ils ont encore une fois des objectifs politico-stratégiques tout à fait compatibles, tout à fait. Et on peut assister à une grande alliance qui soit vraiment intéressante parce qu'en plus, il y a une espèce de fascination mutuelle. Voilà, je me souviens, il y avait une déclaration de Vladimir Poutine il y a une dizaine d'années. On lui demandait ce qu'il aimait chez les États-Unis. Il avait dit comme moi, pas c'est moi qui dis comme lui plutôt. Il avait dit cette capacité de s'adapter, d'innover, d'attirer les talents partout dans le monde, de leur donner leur chance. Voilà un peu l'image. C'est l'image positive que les Russes ont de l'Amérique et elle demande qu'à renaître, hein. Je pense que les Russes ne demandent qu'une chose, c'est de ne plus considérer les États-Unis comme leur ennemi. Par exemple, Kirill Dmitriev, qui est donc l'envoyé spécial de Poutine, il a fait Harvard. C'est un produit du système académique américain. Donc, il y a des bases pour construire quelque chose de solide. Yeah.